Je voudrais commencer juste par un hommage appuyé. J'en ai vu quelques-uns dans cette salle et il y en a beaucoup d'autres en dehors de cette salle. Un hommage appuyé à nos acteurs du tourisme qui ont vécu 15 mois extrêmement difficiles, extrêmement éprouvants, où on passe de la sidération à la perplexité, à la stupéfaction et à plein de sentiments extrêmement contradictoires et difficiles. Il y en a certains qui sont ici ce soir parmi nous et je voudrais aussi en profiter puisqu'on en a l'occasion cette fois-ci publiquement, de dire combien ils se montrent résilients, courageux, résistants, exemplaires souvent, et que pourtant ils continuent souvent d'être pointés du doigt pour tout ce qu'ils ne font pas ou tout ce qu'ils auraient dû faire, ou qu'en tant qu'acteurs économiques, tout ce qu'ils devraient prendre en compte et qu'ils ne prennent pas en compte suffisamment comme il faut, etc. etc. Donc, ceci étant planté, on va parler de l'avenir du tourisme en Polynésie française. Et on va juste essayer de l'illustrer un petit peu par le tourisme de croisière pour essayer d'évoquer, de partager ensemble quelques réflexions sur ce sujet. En fait, je vais me livrer à une espèce de plaidoyer pour l'ingénierie touristique, qui n'est pas un vrai métier, comme la biologie marine, par exemple, mais qui est quand même une discipline qui, je crois, est importante, justement, pour le développement de ce secteur, et qui, dans ce cadre, celui du CETOP, celui de l'université, qui travaille beaucoup en ce sens pour nous faire évoluer nos consciences et nos connaissances sur ces sujets, nous permet d'être plus efficaces tous ensemble. Donc au final, c'est un plaidoyer pour le CETOP. Vous le savez, le tourisme va bien, comme l'illustre cette photographie. On a battu un record en ce mois de mai 2021. On a accueilli 3600 touristes américains. Donc je pense que c'est un record historique, mais par le bas cette fois-ci. Et donc, il va falloir se relever. Je penche en fonction de ce que tu disais, Vincent, tout à l'heure, par rapport à vos deux scénarios d'hier, que pour ma part, je suis persuadé que c'est le scénario 1. On va se relever extrêmement vite, parce qu'on a toutes les cartes en main pour le faire. Pour le faire et pour le faire collectivement. Donc l'idée, c'est véritablement, je pensais avoir un public d'étudiants, c'est de vous dire, et notamment et de dire aux jeunes, que c'est à vous d'agir. J'ai mis une photo de quelqu'un qu'on connaît bien entre ces quatre murs, tout simplement parce que, justement, comme illustration, ils ont, dans le cadre de l'élaboration de Falera Manini, qu'a évoqué Hironomi tout à l'heure, avec quelques camarades et quelques complices du service du tourisme aussi également, réaliser un horero où ils parlent du tourisme, où ils parlent de leur vision du tourisme, de ce que ça pourrait être, de ce que ça devrait être, et de comment on peut imaginer ce tourisme et ce développement touristique de demain. Et je pense que ce n'est pas très scientifique comme démarche, mais ça fait aussi évoluer les consciences, la connaissance et le regard sur ce que devrait être le devenir touristique. Vous dire que quel que soit le contexte, et notamment en Polynésie française, c'est, pardon de le dire comme ça, mais un terrain de jeu formidable pour cela. On peut modeler à la fois le développement d'une filière, et on va pourquoi pas parler de la croisière, modeler le développement de tout un secteur, comme celui du tourisme. On a les leviers pour le faire, on a les capacités pour le faire. On est dans une situation où ces fameuses interactions sont peut-être moindres ici qu'ailleurs, et donc c'est peut-être plus facile de se saisir d'un certain nombre de leviers, de pouvoir travailler avec. Et on peut, territoire par territoire, que ce soit une commune, un groupe de communes, une île, un groupe d'îles, un archipel, voire un pays tout entier comme la Polynésie française, arriver à modeler ce développement. Il est possible d'influer véritablement sur le devenir et l'évolution de ces secteurs. Donc ça s'appelle de la structuration, ça s'appelle bien évidemment de la connaissance, de l'ingénierie, ça s'appelle bien évidemment de la gouvernance, et plusieurs des précédents intervenants vous ont déjà parlé de gouvernance, donc on va aller aussi sur ce terrain-là. Mais ça nécessite en tous les cas, et comme le disait Jean-Marc Mosselin, pardon. Jean-Marc Mosselin, notre directeur général de Tahiti Tourisme, ça nécessite une approche qui soit méthodique. Il faut faire les choses en sachant pourquoi on les fait, les faire avec méthode, les faire avec sérieux. On sort d'une période Covid agitée. On était juste avant, et Hironomi a rappelé les chiffres, dans une période où là, c'était des records historiques par le haut et de fréquentation et de volume financier, de retombées économiques liées au tourisme pour le territoire, et où on voyait poindre ce phénomène mondial auquel on va très vite se retrouver de nouveau confronté dans les semaines et les mois et les années qui viennent, dès que nos 3600 touristes du mois de mai seront 36 000 touristes, voire peut-être à la fin d'une année 360 000.
Et donc on va se retrouver encore une fois à devoir prendre en compte ce phénomène extrêmement qui gagne en ampleur, hein, on va dire, de tourisme bashing, et puisqu'on va l'illustrer par le cruise bashing, par exemple, on a vu dans la présentation juste avant la mienne une magnifique illustration qui vous montrait qu'un paquebot de croisière pollue comme environ 1 million de voitures. Ce qui est très scientifique comme démarche et comme approche, puisque une étude, ou pas une étude, mais un communiqué de presse suivant d'une autre ONG, quelques mois plus tard, disait qu'un paquebot croisière polluait comme 5 millions de voitures, voire même comme 50 millions de voitures sur le communiqué de presse suivant. Donc moi j'ai marqué qu'un communiqué, une dépêche AFP pollue les esprits comme 1 million de posts Facebook, parce qu'on est en permanence confronté à ce type d'information ou de désinformation qui émane d'une source ou d'une autre et qui vous dit, voilà, qui vous met en fait que peu importe le bateau de croisière, qu'il fasse 150 passagers, qu'il en fasse 4500, peu importe le type de voiture, peu importe le type de rejet ou de pollution, c'est comme ça a été extrapolé par des gens très intelligents et donc ça rentre dans la tête de tout le monde. On a vu cette information, on a vu votre illustration dans tous les journaux télé, dans toutes les chaînes possibles, dans tous les journaux. Et donc, voilà, il faut être confronté à ça. On a vu localement, la croisière abuse. Donc, c'est des gens qui connaissent parfaitement le secteur de la croisière en Polynésie française et qui ont été sur des sites comme Reporter pour qualifier l'abus de la croisière ici en Polynésie française. On peut voir plus loin, peut-on vendre le mana, etc., etc. Ceci étant, tout ce travail, cette perception, elle reflète des préoccupations qui, elles, sont légitimes, même si elles sont exprimées parfois de manière un peu compliquée pour les acteurs que nous sommes. Et elle traite, effectivement, on en a entendu parler, hein, de l'overtourisme, cette surfréquentation, cette pression excessive exercée sur un certain nombre de lieux publics ou d'environnements. On parle de pollution, de nuisances liées au secteur touristique. On parle également de risques sanitaires liés à la circulation, à la mobilité locale et internationale. On pourrait même parler de risques digitaux et de cybervulnérabilité de nos acteurs touristiques. Quand on regarde tout ça sur la croisière, la croisière elle a ce mérite exceptionnel. On a 300 navires de croisière dans le monde, sur une flotte marchande mondiale de 50 000 navires, hein, donc moins de 1%. Ces 300 navires de croisière, ils font tout ça à la fois. C'est le symbole de l'overtourisme et de la surfréquentation. Vous demandez à Venise, c'est forcément les bateaux de croisière. Ça représente moins de 3% de l'ensemble de la fréquentation touristique de Venise, mais ce sont les bateaux de croisière qui sont symbolisés comme le vecteur de surtourisme à Venise. C'est la même chose à Marseille, au Prou, c'est la même chose dans toutes les destinations. Vous parlez en termes de pollution et de nuisance, on l'a vu, un bateau de croisière, ça pollue comme 1 million de voitures. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Encore une fois, sur 50 000 autres types de navires qui circulent dans le monde. Il y a 300 navires de croisière, c'est eux qui sont responsables de la pollution dans ce monde. Sur les risques sanitaires, on a eu 2 bateaux sur 300. On sait, les gros titres, les machins, le cluster, tout ça, au Japon, en Australie. Donc la croisière, forcément, c'est pas bon, c'est mauvais. Il faut arrêter la croisière. Donc tout ça, ça imprègne les esprits, ça imprègne l'opinion publique, ça imprègne nos décideurs publics, et ça conduit à un certain nombre de décisions qui sont prises derrière. Sur le sujet de la croisière, il y a une actualité frappante. Un club de la croisière, un peu comme celui que l'on a à Tahiti. On a notre président Bud Gilroy qui est là, du club de la croisière. Un club de la croisière, celui de Marseille, vient de voir son fondateur historique, qui est la commune de Marseille, la municipalité, se retirer, parce que ce sont de nouveaux élus écologistes, et qu'on dit, nous, on ne croit pas du tout à ce secteur, c'est l'horreur, on se retire, on ne fait plus de structuration avec vous. On va reprendre ça à zéro. Donc peu importe que les gens du club de la croisière de Marseille aient 20 ans d'expérience, une vraie connaissance, des vraies capacités d'analyse et d'échange, peu importe que le port de Marseille ait mis en place le premier des terminaux de croisière les plus écologiques possibles, de fournir, de brancher les navires à quai, de faire tout un tas d'efforts depuis 5 ans, 6 ans, d'être à la pointe, même en Europe, sur le combat, par exemple, notamment des pollutions et des nuisances. La mairie a dit non, non, la croisière, c'est pas bien, on se retire. Je vais retirer ce masque, ça m'agace. Donc on a une légitimité des enjeux, encore une fois, des craintes, des peurs qui nous animent, de tout ce qu'on peut entendre et lire dans la presse, et on a des positions qui sont de plus en plus radicales.
C'est-à-dire que les gens avec lesquels on va parler, ils vont vous dire c'est comme ça, c'est pas autrement, je l'ai lu, je le sais. J'ai vu un tuto sur Facebook ou une vidéo sur YouTube, et donc je sais très bien que c'est pas bon. Le développement touristique, je sais très bien que c'est pas bon. Le développement de la croisière, je sais très bien que c'est pas bon d'avoir un nouvel hôtel sur Rangiroa à tel endroit. Je sais très bien que c'est pas bon de construire une marina dans le sud de mon île. Et même en Polynésie française, dans un endroit les plus reculés du monde, on va être confronté, et de plus en plus, et on le voit, à ce type de rejet, a priori, de position radicale, et ça va être une de nos principales difficultés pour structurer et développer notre tourisme dans la décennie qui s'annonce. On a des experts en tourisme nautique, on a même des experts en tourisme de plaisance. Ils pourront vous le dire aujourd'hui, vous pouvez y aller par n'importe quel bout possible, vous pouvez être le plus humble possible. Si vous venez dire je viens construire une marina pour la plaisance quelque part, vous faites chasser à coups de pierre immédiatement. Et la capacité et la possibilité de débat est réduite à sa portion congrue. Donc il y a encore une fois des positions extrêmement légitimes et des questionnements extrêmement légitimes. Tout ce qui vient de nous être présenté, notamment dans la présentation précédente, est totalement légitime, intellectuellement passionnant. Il y a des vraies questions derrière tout ça. Maintenant, elles demandent d'être traitées à la hauteur des enjeux qu'ils représentent. Donc évidemment, pour répondre là aussi à la question que vous posiez tout à l'heure, est-ce que la croisière, c'est du tourisme de masse? Bien évidemment, tout le monde le sait que la croisière, c'est du tourisme de masse. Si vous amenez un navire de 2500 passagers à Wapo ou à Tawata, oui, effectivement, il y a un moment donné où vous déversez 2000 passagers sur l'île de Wapo, ça se voit, ça se sent. Il y a une occupation de l'espace public qui s'apparente à du surtourisme. Vous le faites à Papeete, c'est beaucoup moins indolore. Donc ça dépend, encore une fois, du territoire dans lequel vous vous inscrivez et du type de navire que vous mettez en œuvre. Et encore une fois, ça se travaille. En Polynésie française, peu de gens le savent, s'agissant de la croisière, notre moyenne de passagers par escale depuis plus de 10 ans est inférieure à 500. On a plus de 1000 escales par an. Et notre moyenne, même si 2, 3, 5 fois dans l'année, on a des navires de plus de 3000, 4000 passagers, notre moyenne de passagers par escale est toujours inférieure à 500 passagers. Et c'est un vrai travail, ce n'est pas un hasard. Vous prenez les statistiques de la Calédonie, ce n'est pas du tout les mêmes. Ils n'ont pas du tout le même type de navire, pas du tout le même type de clientèle, pas tout le même type d'opération de croisière sur un territoire comme la Calédonie ou comme Fidji, par exemple. Nous, on a bien fait les choses, entre guillemets, de ce point de vue-là, et on n'est pas effectivement dans du surtourisme accolé à notre activité de croisière. Et c'est un peu la même chose, encore une fois, j'illustre par la croisière, mais c'est un peu la même chose sur l'ensemble de nos filières touristiques et de notre secteur touristique. Pour ça aussi que je voulais commencer par un hommage à nos acteurs, parce que même si on les conspue beaucoup, ils font quand même les choses en conscience. Tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à améliorer, et on s'améliorera tous toujours plus, mais par rapport à bien des destinations, les choses sont faites de manière rationnelle et raisonnable. On parlait encore une fois de la croisière, je ne sais plus si j'ai donné ce chiffre, mais sur la pollution, l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, les bateaux de croisière, c'est 0,08%. Donc c'est l'arbre qui cache la forêt. Vous voyez ce que je veux dire, encore une fois, quand on regarde, on peut le traiter, il y a des vraies solutions, et il y a eu des vrais travaux faits, changement de motorisation, changement de carburant au niveau mondial pour l'ensemble des flottes maritimes, il y a mise en place de scrubbers et de potes catalytiques. Enfin, il y a un vrai travail sur ces sujets, il faudra continuer de le faire. Il y a une migration sur le GNL, il y aura bientôt une migration sur l'hydrogène, etc., etc. Ce sont des investissements colossaux, c'est de l'innovation qui mobilise là aussi des sommes faramineuses. Et les armateurs de croisière, par exemple, sont au rendez-vous de ces innovations. Et c'est vrai dans tout le tourisme. Vous parliez de Bora Bora, oui, vous pouvez regarder le lagon de Bora Bora, c'était le lagon qui subit le plus de pression de tous les lagons de toute la Polynésie. Et paradoxalement, c'est un de ceux qui est en meilleure santé. Parce qu'effectivement, une part du traitement des eaux, mais également de toutes ces eaux usées qui viennent de la terre et qui se déversent dans le lagon dans beaucoup de nos îles, ce n'est pas le cas à Bora Bora. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Et donc le tourisme n'est pas l'ennemi ni de la culture, n'est pas l'ennemi de l'environnement, n'est pas l'ennemi de l'inclusion sociale, n'est pas l'ennemi. Non, le tourisme se construit avec ça, est une part de cela.
Et dans les travaux qui ont permis d'élaborer Farira Manini, c'est rappelé à toutes les étapes. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas encore fait, de lire l'étude de contexte, de lire bien évidemment les nouveaux documents qui vont sortir sur cette étude, sur cette stratégie. Voilà, dans cette perspective de tourisme inclusif, il suffit d'identifier effectivement ces vulnérabilités, d'identifier les risques, d'identifier les opportunités et de travailler dessus. La croisière, et comme le tourisme, c'est d'abord et avant tout un secteur économique. Donc on lui demande beaucoup de choses, parce qu'on lui demande de restaurer l'identité, on lui demande de valoriser la culture, on lui demande d'être régénératrice en termes environnementaux, on lui demande, voilà, on fait peser sur ce secteur d'activité économique, d'abord et avant tout, énormément de responsabilités. On ne demande pas autant de choses aux perliculteurs, on ne demande pas autant de choses aux cultivateurs de vanille, on ne demande pas autant de choses aux transporteurs ou aux ferries même, entre deux îles, etc., etc. On le demande au secteur touristique, voire même on l'exige parfois. Juste dire, donc rappeler quand même que économiquement, parce que l'économie c'est quand même aussi important dans un territoire et dans un pays, l'équité sociale elle se fait aussi autour de ça. Et donc si on a une économie qui ne va pas bien, qui n'a pas de ressources propres, qui importe tout et qui n'exporte rien, vous connaissez ça mieux que moi, vous lisez sans doute toutes les publications de l'IOM et de l'ISPF avec énormément de gourmandise, de curiosité, d'appétence, et que vous nourrissez de toutes ces données qui nous sont données. Aujourd'hui, le tourisme, qu'on le veuille ou non, oui, ça rapporte 4 francs sur 5 que peut gagner la Polynésie. Elle en dépense beaucoup à l'extérieur de l'argent, la Polynésie. Mais par ses propres moyens, en dehors des transferts de l'État, ce qu'elle peut gagner par ses propres forces, 4 francs sur 5 provient du tourisme. Et sur ces 4 francs sur 5, 1 franc sur 4 provient de la croisière. La croisière, c'est 33% de nos flux de passagers, c'est 25% de nos revenus touristiques. Donc oui, c'est capital et oui, c'est stratégique. C'est stratégique parce que, vu que vous voyez, ça veut dire que en gros, tout ce qu'on exporte à côté, que ce soit la perle, que ce soit le monoeil, que ce soit la pêche, etc., ça vaut tout amalgamer autant que la croisière. Les bonnes années, hein, je parle en 2018-2019. En 2020-2021, on est sur d'autres rapports. Mais voilà ce que c'est la réalité économique de ces secteurs. Et ça semble important de le rappeler. Sur des microéconomies insulaires, quand on va à Wapo, quand on va à Tawata, quand on va dans certains atolls des Tuamotu, une escale de croisière, même si c'est un navire d'expédition ou un petit navire de luxe de 100 ou 120 passagers, ça va booster toute l'économie de l'île. C'est-à-dire que dans cette île-là, on va apporter de l'argent qui vient d'ailleurs pour l'artisan, pour le petit transporteur, même pour l'agriculteur qui va vendre ses fruits, etc., etc., et qui effectivement permet d'alimenter l'économie de l'île, de pérenniser des emplois, d'amortir des investissements, et qui sait, peut-être que s'il y a de manière assez régulière des escales de paquebots, je vais acheter un 4x4, je vais acheter un petit marara pour amener les touristes, et du coup je vais renforcer l'attractivité de mon île pour qu'après, qui sait même, je vais ouvrir un centre de plongée, et que du coup, pour les autres types de touristes qui viendront passer une nuit en pension, ils auront de l'activité, ils auront des prestations d'activité, ils auront donc l'attractivité touristique de mon île, elle va être renforcée. Aujourd'hui, le touriste moyen qui arrive en avion et qui repart en avion, il va visiter 4-5 îles. Vraiment grand maximum, 3 ou 4 îles, je crois même. S'il prend un paquebot de croisière, il va visiter de suite 5-6 îles. C'est plus de 35 îles touchées par l'activité de croisière dans des années comme 2018 et 2019. 35 îles différentes qui bénéficient des retombées de ce secteur. Et qui, encore une fois, permettent de créer des emplois pérennes, de maintenir des populations dans leurs îles d'origine. Alors ça ne résout pas tout, c'est juste une contribution, c'est un petit plus. Mais encore une fois, et par rapport à ce que vous disiez, c'est là où l'ingénierie touristique est importante. C'est qu'on ne va pas faire venir n'importe quel type de bateau dans n'importe quelle île avec n'importe quelle fréquence. Il faut organiser les choses, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas 4 paquebots en même temps le même jour à Rangiroa. Ça ne nous viendrait pas l'idée de faire atterrir 4 avions dans l'aéroport de Rangiroa le même jour. Voilà. Donc il nous manque effectivement des tours de contrôle maritime. Il nous manque des officiers de port maritime en Polynésie française.
Hein. On a 78 îles habitées, 43 aéroports, 23 quais où on peut mettre une goélette à quai. C'est ça la structuration de notre pays, c'est celle-là. Elle est d'abord aéroportuaire avant d'être portuaire. Dans les aéroports, dans les îles, vous avez du personnel pour traiter les bagages, pour traiter les passagers, pour traiter le fret, etc., etc. Vous arrivez avec votre goélette dans la plupart de nos îles, il n'y a personne pour vous accueillir, vous débrouiller avec les personnes que vous avez à bord, etc., etc. Donc tout ça, c'est de la structuration, ça va au-delà même du développement du tourisme, mais le développement du tourisme peut participer à ça, s'inclut dans ça, s'intègre là-dedans. Donc cette notion de territorialité, Hironui a rappelé que dans le cadre de l'élaboration de la nouvelle stratégie, et nombreux sont les enseignants-chercheurs qui ont participé, qui ont même réalisé un certain nombre de cartographies dans le cadre de l'étude de contexte, notamment pour évaluer les pressions, île par île, du tourisme. On a distingué 13 territoires touristiques différents. Et donc, là aussi, il faut partir de chacun de ces territoires pour imaginer, envisager, travailler collectivement autant que faire se peut sur le développement touristique de chacune de ces îles et bien évidemment sur le développement de la croisière, puisque c'est quand même ça le plus important. Je vais passer vite, je vois que l'heure tourne. Donc ce qui nous reste à faire pour le reste de la décennie, déjà pour les 2-3 ans qui viennent et puis pour ceux qui vont suivre, c'est d'abord se préparer et répondre aux risques avec autant que faire se peut la méthode, et se préparer et saisir les opportunités, et là aussi autant que faire se peut avec méthode. Donc ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il nous faut pouvoir être en capacité collectivement d'identifier les vulnérabilités, collectivement d'identifier les opportunités et de pouvoir les traiter. Donc oui, c'est de la gouvernance, c'est de l'organisation, c'est de la recherche. Encore une fois, il n'y a aucune question taboue, hein, et c'est pour ça que tout le travail du CETOP, le travail des enseignants-chercheurs, l'apport des acteurs qui connaissent quand même, généralement depuis 10, 15, 20 ans, leur secteur, leurs sujets sont vraiment en capacité d'apporter de l'information et de repérer ce qui est un risque, ce qui est une opportunité ou comment on peut la traiter. Et donc ça, c'est vraiment important de parvenir à le faire collectivement. Pour reprendre l'exemple de la croisière, on a en Polynésie depuis plus de 10 ans donc un Tahiti Cruise Club, un club de la croisière, donc aujourd'hui présidé par Bud, qui permet de regrouper l'ensemble des acteurs publics et privés du secteur ici pour la Polynésie française et de faire en sorte que le développement de ce secteur soit le moins anarchique et stupide possible et donc soit le mieux organisé possible. De la même manière, on a la South Pacific Cruise Alliance qui regroupe avec le Tahiti Cruise Club 8 États et territoires insulaires du Pacifique Sud qui, pareil, ensemble, sur une même zone de navigation, essayent d'organiser les choses de manière cohérente en lien avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et puis, au niveau national, vous avez, pareil, le Cruise Lab qui recense l'ensemble des clubs de la croisière des différents façades littorales hexagonales et d'outre-mer, pour pouvoir là aussi avoir, d'un point de vue national, un semblant de stratégie de développement vis-à-vis de cette filière. Donc c'est ça la structuration. Il y a plusieurs échelles, mais à chaque fois, ça demande de la connaissance, ça demande de l'ingénierie, ça demande d'arriver à se parler, de faire les choses et de travailler. Quelqu'un a parlé d'interopérabilité tout à l'heure, ben voilà, c'est l'exemple même. Et encore une fois, en Polynésie, on a la chance, et c'est pour ça que je pense que le scénario 1 sera celui auquel on va avoir droit, c'est-à-dire d'un rebond, même s'il sera un peu poussif, un peu compliqué, mais au final un rebond assez rapide, parce qu'on n'est finalement pas si mal structuré que ça. Il reste beaucoup à faire, hein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter de se retrousser les manches et de faire du boulot, mais on n'est pas si mal structuré que ça par rapport à plein d'autres destinations, et notamment d'autres destinations insulaires. On parlait de gouvernance, donc effectivement, il faut qu'on arrive à concilier parfois les contraires, à les réconcilier celles et ceux qui ont tendance parfois à se crisper les uns avec les autres, et faire confiance et faire appel aussi aux capacités, je crois que c'est Hironui qui a dit ces mots d'innovation et de créativité, parce que nos acteurs touristiques sont capables d'innovation et de créativité. Si on a aujourd'hui un SWAC de l'hôpital, c'est grâce à nos acteurs touristiques. Si on a un certain nombre de technologies qui sont employées, qui avancent, je ne sais pas si vous connaissez Tech for Island ou des structures comme ça, c'est aussi parce qu'un certain nombre d'acteurs touristiques, d'acteurs économiques, mais aussi touristiques,
s'intéressent, s'immergent, tentent des choses, mettent de l'argent sur la table, élaborent un certain nombre de stratégies pour les mettre en œuvre. Donc ces innovations aussi nous permettent, et ces nouvelles technologies, on le sait, cette crise, elle a changé notre rapport au digital, et ça va être sans doute une des crises à venir, je l'espère pas dans cette décennie, mais peut-être, parce qu'on devient cyber vulnérable, parce que on est tellement éloigné dans nos îles, les pensions de famille, les petits hôtels, etc., etc. Ils n'ont pas les mêmes moyens de protection face à ces risques-là. Mais là encore, il faut être innovant, il faut être collectif, il faut travailler ensemble sur ces sujets. Donc il faut qu'on arrive à faire ce que la French Tech aussi aime bien dire, une croissance optimale, si possible répartie, socialement et territorialement, avec une conscience optimale et réaliste. C'est-à-dire pas tomber dans des excès d'idéologie ou de protectionnisme. Voilà, donc juste pour terminer, on a mené une bataille de perception et de communication grand public. On a mené une bataille de confiance par une structuration et une gouvernance partagée, incluant les acteurs. Si le tourisme doit être inclusif, c'est aussi d'abord et avant tout avec les acteurs. Et ça en prend le chemin, c'est sur la bonne voie. Et on a une bataille d'équilibre, justement, pour concilier la croissance et la pleine conscience. Mais dans tous les cas de figure, il nous faut agir et ne pas subir. Donc je vous conseille, si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller consulter et télécharger les différentes publications dans le cadre de l'élaboration de Fari Ramanini. Vous redire juste qu'on a effectivement beaucoup d'atouts ici en Polynésie française. Et Jean-Marc le rappelait, on est devenu une destination refuge et qui colle sans doute parfaitement avec les aspirations d'un grand nombre d'aspirants touristes dans le monde. Mais au-delà de ces questions de slow tourisme, de tourisme durable, de tourisme responsable ou même de tourisme inclusif, c'est qu'on continue à développer un tourisme qui soit structuré, qui soit basé sur ce que j'aime bien répéter à chacune de mes interventions, la cohésion, parce qu'on travaille mieux ensemble, la cohérence, parce que si on ne part pas tous dans des directions opposées, c'est quand même mieux pour aboutir à quelque chose, et la constance, parce que c'est par petits pas, menés dans une et même direction, qu'on arrive généralement à produire des résultats. Donc voilà, face aux difficultés du moment, le poète a dit « Ne crains pas ni ne doute, car le doute est stérile et la crainte est servile ». Merci.